Bonsoir et bienvenue à la tablée politique. Au menu ce soir, nos panélistes exposeront leur point de vue sur 3 sujets. L'état des services de santé dans les Laurentides, la suspension des tarifs douaniers annoncés par Trump pour une période de 30 jours et un sondage sur les intentions de vote des électeurs québécois au fédéral. Il me fait plaisir de vous présenter à nouveau mon panel composé de 4 passionnés de politique. Marie-André Bonneau, Charles-Éric Gionnet, Ramès Ayoub et Linda Lapointe. Bonne émission. Débutons avec notre premier dossier, l'état actuel des services de santé dans notre région. Alors, depuis plusieurs années, il existe une pression énorme sur les services de santé dans notre région. Elle s'accentue d'année en année en fonction de la croissance démographique, de l'arrivée de nouvelles familles, du vieillissement de la population et de la désuétude des installations. Notre région compte 7,4 % de la population québécoise et n'obtient que 4,9 % du budget, ce qui représente des millions de dollars en manque à gagner. Alors, la première question, qu'est-ce qui explique ce déficit budgétaire consacré dans notre région versus la population desservie, Marie-André? Bien, c'est clair. On a une population dans les Laurentides qui croît plus que toutes les autres régions administratives du Québec. Ouais. Puis de l'autre côté, on a un financement insuffisant. Clairement, on a affaire aussi à de l'arriérage. Donc, on n'a pas suffisamment activé de projets porteurs dans des courts délais. Ouais. Puis là, s'ajoute à ça le marché de la construction qui a augmenté. Les projets ont doublé, triplé de valeur. Donc, en plus d'un manque de financement, là, en ce moment, on vit aussi un arriérage. Donc, on n'y arrive pas. On a une population qui est en train de croître de façon indéniable. Ouais. Et puis, de l'autre côté, on a un manque de financement. Peut-être ici, dans les Basses-Laurentides, là, on prévoit dans les prochaines années, donc d'ici 2030, on a une projection de 20 % d'augmentation de population. Okay. Donc, on est la région administrative qui va connaître la plus forte croissance. Donc, il faut s'attarder à ce problème-là avec ce déficit de 170 millions. Pour ma part, je trouve ça terrible de voir. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui est récent. Si je vais jusqu'en 2007, déjà dans le temps, il y avait de la représentation pour dire qu'on était les Laurentides au déficit des ressources. Ça veut dire on recevait moins par capita, que ça soit en éducation, en santé, les services routiers. Puis ça continue. Puis je veux dire, on est plus de 500 000 de population dans les Basses-Laurentides, si, mettons, on va jusqu'à Rivière-Nord, là. Mais c'est beaucoup de personnes. La population est vieillissante. Tu disais que la construction augmentait, mais en même temps, notre population vieillissante. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, tu as besoin de plus de soins hospitaliers, de soins à domicile. Donc, c'est clairement... On manque de spécialistes. Puis ils prennent pour acquis que les Basses-Laurentides, que les patients qui sont à proximité de Laval et Montréal vont être capables d'aller prendre leurs soins là-bas, alors que, je veux dire, vous avez juste à vous promener sur l'autoroute 15 à partir de midi, là, vous allez voir que c'est difficile. Imaginez une personne âgée qui lui dise, bien, toi, ton soin d'un spécialiste, ça va être à Laval ou bien ça va être à Montréal à 8 h ou à midi. C'est demander beaucoup. Puis pour les gens qui sont malades, ça demande, puis on ne reçoit pas ce qu'on devrait recevoir par capita. Exact. Charles-Éric? Bien, j'allais dans le même sens où il y a du rattrapage à faire parce que les perspectives de croissance démographique n'ont pas suivi les investissements. Si on regarde les 6 centres hospitaliers dans les Laurentides, il n'y en a qu'un qui a la cote de non à risque, c'est l'hôpital de Saint-Eustache. Tous les autres nécessitent des investissements pour être aux normes. Puis une chose qu'on omet avec les Laurentides, c'est, oui, la population est en forte croissance, mais il y a aussi une augmentation, on parle de 2018 à 2022, 109 % d'itinérance visible qui a augmenté. Ça, c'est une pression sur les services sociaux, sur la santé. Puis ça, c'est de l'augmentation de l'itinérance visible. Tout ce qui est autour de ça, c'est non comptabilisé. Les Laurentides, c'est aussi... L'été, le golf, la récréation avec les chalets, la pêche. L'hiver, le ski. Il y a une pression constante. Vous avez parlé du trafic sur l'autoroute 15. Le vendredi, 3 heures ou le dimanche sur le retour, vous voyez à quel point les Laurentides se décharge ou se charge d'une population qui n'est pas comptabilisée. Donc, il y a énormément de monde dans les Laurentides. Puis ces gens-là, ils ne vont pas se faire soigner s'ils habitent à Valleyfield. Ils ne retournent pas chez eux se faire soigner. C'est ici que ça se passe. Donc, je pense qu'il y a eu un manque, je dirais peut-être un manque de planification sur c'est quoi le réel achalandage des Laurentides avec les infrastructures qui sont disposées pour les gens qui sont là. Déficit des ressources, on revient encore à ça, et déficit en termes de ressources pour la santé. La population
évolue beaucoup dans les Laurentides, évidemment, dans les dernières années. Et les services n'arrivent pas à suivre, malgré qu'il y a certains investissements. Quand on se compare, c'est là où ça fait mal, parce qu'on a l'impression que plus on se resserre dans les grands centres urbanisés, moins les services sont là, particulièrement au niveau de la santé. Quand on compare le taux d'achalandage au niveau des urgences à travers le Québec, bien, la région des Laurentides, on est la 3e pire à avoir une pression extrêmement forte sur l'urgence, particulièrement. Mais ça c'est juste c'est le symptôme, là. C'est-à-dire ça donne un aperçu de tout ce qui suit. Puis l'image que je donnerais, c'est que quand on a un cocher avec un bon cheval, on se dit, bien là, on a plus de population à transporter. Bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute des cochers au lieu d'ajouter des chevaux. On devrait ajouter plus de ressources, il manque de médecins, il manque d'infrastructures. Moi, mon enfance, je l'ai passé dans la ville de Québec. Et quand on regarde Québec, la ville de Québec, le nombre d'hôpitaux, on n'attend pas. On n'attend pas à Québec. Et pourtant, la population est en semi-croissance. Il y a toujours une croissance, mais c'est pas autant et aussi fortement que dans les Basses-Laurentides. Et on reçoit pas. On investit beaucoup en impôts, mais on ne reçoit pas la contrepartie de ces impôts-là. Qui ont tendance à penser qu'on est proche de Montréal, qu'on peut aller chercher les services à Montréal. C'est ceux qui ont planifié au ministère de la Santé à l'époque, le Santé Québec maintenant, aujourd'hui, qui sont là-dedans. Je pense qu'ils ont cette mentalité-là. Oui, d'aller prendre les services spécialisés, que ce soit l'oncologie, différents services. Je veux dire, à Saint-Eustache, maintenant, on a tout au niveau, ceux qui ont la dialyse. Maintenant, il y a le service de dialyse. Mais avant ça, tu les avais même pas. Ça voulait dire que quelqu'un qui devait aller à Montréal 3 fois. Mais là, on parle de Saint-Eustache, mais quelqu'un qui est dans les Hautes-Laurentides, ces gens-là, c'est vraiment difficile. Mais on est sous-financé, on ne reçoit pas ce qu'on paye en impôts, en service, en général. En fait, Ramez l'a mentionné, on a affaire aussi à un symptôme de manque de services. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce symptôme-là? C'est l'espèce de manque de ressources, donc la rétention de ces personnes. Puis là, on est comme dans un cercle vicieux. On manque de ressources, on n'est pas capable d'offrir une infrastructure adéquate, on a affaire à des patients qui sont de plus en plus impatients. Donc, on entre dans un service qui est difficile à donner, on a des difficultés à garder notre ressource. Donc, on est pris dans ce cercle-là où le système a vraiment une défaillance à plusieurs niveaux. Une fois qu'on est rentré dans le système, on est très bien traité, là. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai aucune inquiétude pour l'avoir testé personnellement, malheureusement ou heureusement. Tous les services que j'ai pu recevoir sont excellents. Donc ça, mais c'est de pouvoir de pouvoir accéder aux services, de pouvoir accéder à des services de spécialistes, de ne pas avoir une liste d'attente qui est monstrueuse. C'est-à-dire, quand on a besoin de prendre soin de notre santé, bien, on aimerait ça que ça se fasse rapidement. Donc, quand on a des problématiques, on aimerait ça être traité rapidement. Malheureusement, la liste est longue. Et plus que vous avez besoin d'un spécialiste, plus que vous avez besoin d'un cas particulier, bien, c'est encore un peu plus long et plus compliqué. Alors, c'est un peu ça, le bas blesse là, particulièrement. Les infrastructures. On a quoi? 6 hôpitaux, mais on en a 2 grosses. Saint-Jérôme, notamment, est plus grosse. Mais c'est l'accès aux médecins de première ligne qui demeure encore difficile. Je lisais tantôt une statistique. Au Québec, là, aujourd'hui, il y a présentement 900 personnes qui attendent une consultation avec un médecin spécialiste. 900 personnes, puis comme tu dis, je doute pas des soins qui sont donnés, sont super bons, mais c'est d'entrer, puis d'avoir accès à ton service. Puis, comme je disais tantôt, les gens sont vieillissants, les problèmes sont plus lourds, ça demande plus de support, puis on s'en sort pas. L'accès à la première ligne est clairement problématique. On parle, notre démographie a changé, mais notre portrait social aussi a changé. On parle de vieillissement, on parle d'enjeux de santé mentale. Donc, l'accès à la première ligne est toujours au même palier, puis le triage se fait peu rapidement. Donc, ça crée des engorgements qui devraient être abolis. La promesse de Santé Québec, c'est un peu d'abolir les enjeux de cette première ligne-là. Santé Québec a été créée, a été mise en place le 1er décembre 2024. On va laisser la chance aux coureurs de montrer ce que Santé Québec est capable de faire. Mais la centralisation a ces promesses-là au niveau de la On peut rester sceptique de mettre une structure supérieure, voir si ça va donner quelque chose de plus. Mais
comment qu'on peut solutionner, parce qu'à un moment donné, on solutionne ça comment? Je veux dire, les soins à domicile, bien, les soins à domicile, si on est capable d'augmenter ça pour réduire le coût, parce qu'une personne, si on veut envoyer une personne vieillissante dans le CHSLD, c'est 100 000 par année. Ouais. Croyez-vous que si on fait un soin à domicile, que ça va monter autant que ça? Non. Il faut favoriser la santé mentale, je suis d'accord, parce que, je veux dire, c'est pas facile que quelqu'un, dans les Laurentides, ait accès à des soins avec un psychiatre. Ouais. Et ça a plein d'impacts partout, ça. Alors, on peut en sortir, mais comment le solutionner? La structure, j'ai l'impression qu'on regarde, on essaie de faire des économies. Hein. L'objectif premier est comme l'économie des coûts de santé. Ils sont exorbitants, là, on s'entend tous là-dessus. Par contre, les besoins sont là et on n'y répond pas. Mais en même temps, on est en train de créer des structures ou changer des modèles pour faire différent, pour aller sauver de l'argent. Ouais. Alors qu'on se dit qu'inévitablement, il y a des investissements à faire, puis c'est un investissement parce que la santé est un investissement et non pas une dépense, là, malheureusement. Si on parle à des comptables, ça va peut-être être plus de dépenses. Mais quand votre santé est touchée, on veut investir dans notre santé puis avoir les services. Revenons avec le président Trump qui a annoncé le 3 février la suspension de l'imposition des tarifs douaniers aux produits provenant des entreprises canadiennes. Trump accorde un sursis de 30 jours et pose des conditions au Canada, notamment un engagement à renforcer la sécurité à la frontière. Malgré cette volte-face de Trump, une épée de Damoclès pèse toujours sur le Canada. Alors, je dirais que la question suivante, quelle stratégie ou quelle posture le Canada et même le Québec doit préconiser pour les 30 prochains jours afin d'éviter, évidemment, les tarifs douaniers là, prévus, je crois, le 4 mars prochain? Pour ma part, il faut continuer à faire ce qu'on fait depuis... Je dis, ça fait 1 an que Équipe Canada a été mise en place et probablement qu'Équipe Canada a réussi justement à évacuer les tarifs pour 30 jours par les représentations qui ont été faites par les ministres, par les députés, par les associations d'affaires inter des 2 pays, la Chambre de commerce Canada-US. Bon, mais tous ces gens-là ont des vis-à-vis soit républicains ou démocrates. Et ces gens-là, à un moment donné, vont parler aux conseillers proches de Trump. Bien, ça a eu un effet. Je veux dire, tu vas briser les 2 économies si tu mets en place ces tarifs-là. Alors, à quelque part, là, on a une extension de 30 jours. Donc, c'est continuer à faire Équipe Canada et continuer pour voir où est-ce que ça va nous mener. Dans l'unité. Dans l'unité. Puis j'ai comme l'impression que dans les derniers jours, l'unité a s'est resserrée. Oui. Le patriotisme canadien... Même avec l'Alberta. C'est bon. Ça en prend toujours un qui a moins de goût, là. Ça a moins de goût de danser. Bon, est-ce qu'il y a d'autres qui auraient des je vais me permettre de faire un peu de philo politique avec une citation du prince de Machiavel. Gouverner, c'est faire croire, puis c'est un peu ce à quoi on actuellement, on fait face. Pour Donald Trump, j'ai l'impression que faire croire qu'il peut contraindre le Canada à devenir un 51e État, c'est facile. On va faire croire aux gens que c'est inévitable. Faire croire qu'on va transformer la bande de Gaza en Riviera-Gaza, c'est possible aussi. Faire croire à cette puissance-là absolue, mais je pense que c'est au tour du Québec et du Canada de faire croire aussi qu'on est en mesure de rayer le fentanyl de la map, de sécuriser les frontières comme jamais elles ne le sont été. Je pense que c'est le moment de faire un petit peu la même chose. Puis on le voit, là, puis je félicite les efforts qui sont mis pour faire une démonstration de l'accroissement de la sécurité là, à la frontière, avec les hélicoptères, avec s'il faut acheter 2 chars d'assaut, mettons-le là il faut. Faisons à croire qu'on a le contrôle absolu et il a raison, il a gagné. Puis j'ai l'impression qu'on... Il aime ça. Je pense qu'on va être tombé dans les bonnes grâces à ce moment-là. Vas-y, Marie-André. Mais je suis totalement en accord avec le fait que l'Équipe Canada qui fait des représentations en ce moment ont un pouvoir d'influence vraiment indéniable là, dans ce qui s'est passé, même dans les derniers jours, là, probablement dans la dernière fin de semaine. Même que je suis... la position en ce moment du gouvernement de faire des représentations au niveau des républicains, s'assurer que les républicains aussi entendent les considérations, puis d'essayer de pousser par le bas nos représentations. Je trouve que c'est une stratégie aux États-Unis, vraiment... Oui, aux États-Unis. Donc, Équipe Canada qui influence certains membres républicains, puis ces membres républicains-là peuvent faire des pressions sur le gouvernement ou l'administration de Trump. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on se positionne très bien, puis visiblement, ça fonctionne.
Amins, juste pour t'interrompre, est-ce que toi, là, qui as fait de la politique, est-ce que tu crois au bluff de Trump sur le 51e État? Ou c'est-tu vraiment ça, sa carte cachée? Ah ben là. Non, pense pas. Oui, ben le faire croire, tu sais, ça me fait penser à ce que là, Charles j'ai dit, aimé mais ça, comme moi, il- je crois pas à ça, mais écoutez, c'est Son objectif, là, je parle. Caché. peut-être objectif, mais c'est-à-dire, je pense pas que l'objectif est là réellement à court terme. Ouais, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup on lance beaucoup d'idées, OK. Trump lance beaucoup d'idées. Est-ce que c'est vraiment prémédité et vraiment bien stratégiquement placé? Pour certaines, oui. Pour d'autres, je pense qu'il y a de l'improvisation. Mais pour revenir à la stratégie qu'on doit adopter au Canada, c'est de continuer à influencer, continuer notre lobbying de façon soutenue, percutante, et voir à ce que les marchés... Money talks, hein? Donc là, les marchés ont parlé déjà, il y a des soubresauts. Ça fait plaisir à M. Trump. Là, je pense qu'à chaque fois qu'il dit un mot, là, l'aiguille bouge. Mais quelque part, les marchés aussi vont donner la réalité de l'économie, avec les impacts qui vont avec, là, des tarifications. Puis on se répète, mais les impacts vont être autant, sinon plus, aux États-Unis qu'au Canada. Et vice-versa, on veut mettre des contre-mesures. Bien, on n'en veut peut-être pas. C'est pas la meilleure solution. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Les spécialistes s'entendent là-dessus. C'est pas la meilleure solution. Après ça, philosophiquement, si Trump veut aller là-dedans, bien, on va être obligé de répondre et on va le faire. On est prêt. Mais on peut pas dire qu'on le savait pas. Mais les associations patronales aux États-Unis, si on pense au secteur de l'automobile, les fabricants, semble-t-il, dans les heures précédant l'annonce de Trump, ils ont fait des téléphones, ils ont parlé notamment à la chef de cabinet de M. Trump. Ça peut avoir joué aussi à la fin. Absolument. Parce que c'est un bel exemple que, tu sais, ils peuvent faire une auto, ils C'est 7 fois que ça traverse les frontières. 7 fois qu'ils traversent les frontières quand pour tu fais une auto. construire. Comment tu défais ça? Ce que j'entends là, des États-Unis, c'est que pour la population, les marchés, c'est autre chose peut-être, mais la population, ils croient comme pas. Et comme pas, là, ils sont pas inquiétés plus que ça parce qu'ils disent, ils négocient, là, c'est Trump, on le connaît, on pense qu'on... Mais en bout de ligne, est-ce qu'on va le laisser aller trop loin? Puis c'est là qu'on veut pas. Donc, notre travail au Canada, c'est vraiment de mobiliser, de se mobiliser et de mobiliser nos alter ego là, du côté américain. Dernier sujet à aborder, un sondage léger sur les intentions de vote des électeurs québécois au fédéral. Ce sondage web, dont les données ont été collectées du 31 janvier au 2 février 2025 auprès de 1017 électeurs québécois. Au cours de cette période, nous étions à la veille de l'application des tarifs douaniers de 25 % promis par Trump. Cette menace suscitait un certain mouvement de panique et d'anxiété, même si Trump a accordé le 3 février dernier un sursis de 30 jours jusqu'au 4 mars. Alors, on va débuter avec la première question. Ramès, en premier lieu, quelle est ta première impression à la lecture de ce sondage uniquement auprès des électeurs québécois? Hein? Je le dis bien, là, c'est pas le Canada au complet. Oui. Ben, ma lecture, c'est qu'un sondage, c'est une photo. Hein? Ouais. C'est à un moment donné dans le temps qui nous dit où l'électorat se situe. Merci à M. Trump. Non. Pour, évidemment, mes amis libéraux. C'est-à-dire ça a fait une montée spectaculaire. Tout le monde dit que c'est miraculeux ou presque. Merci à M. Poilievre. M. Poilievre, malheureusement, semble pas tenir le fort, semble pas être la personne indiquée, selon la population, pour faire face à ce que nos voisins du Sud nous proposent. Alors, et puis... Ce qu'on voit, c'est qu'au Canada, au Québec, la même chose, c'est lorsque, dans des moments de crise, dans des moments d'incertitude, c'est qu'il y a un resserrement. Les gens reviennent en équipe. Travailler en équipe, c'est plus difficile, ça prend plus de temps, mais on gagne beaucoup plus loin. On est capable d'aller plus loin. J'ai toujours dit ça. Moi, je suis un gars de sport d'équipe. Mais c'est la même chose dans les sports politiques. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut resserrer les rangs pour pouvoir affronter l'ennemi, entre guillemets, économique, qui est notre voisin du Sud pour le moment. Alors, M. Carney a une longue feuille de route. Il semble vraiment accrocher l'attrait au niveau de la population. Alors, c'est ce que le sondage nous donne aujourd'hui. 1017 personnes. Ça donne une image. Est-ce que c'est le résultat électoral demain matin? Il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Mais de toute façon, on va revenir sur qui est le mieux placé pour négocier avec Trump. Peut-être Marie-André? Ce que les libéraux ont fait dans les dernières semaines, qui ont été vraiment... Le pourquoi ils ont gagné autant d'intentions de vote, c'est qu'ils ont resserré une équipe. Ils ont eu l'air de travailler ils ont travaillé ensemble, puis ça a vraiment été perçu par la population canadienne et québécoise, la force de l'équipe. Ils ont tous été ensemble, ils ont été là, ils ont tous travaillé dans le même sens. Une chose que Poilievre n'aurait pas pu faire. Puis ça, je pense que les Canadiens le voient et c'est vraiment positif là, pour les libéraux. Puis, qu'est-ce que tu parles par rapport à Pierre Poilievre? C'est que les gens, ils disent, coudonc, est-ce qu'il y a une équipe autour de lui? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables de représenter certains ministères? Ça, il y a un doute là-dessus. Puis, ce que ça l'a fait ressortir, la crise, puis de se faire menacer encore, parce que Trump est toujours en train d'intimider mais menacer, de se faire dire qu'on va devenir le 51e État, bien, il n'y a pas un Québécois et un Canadien qui veut aller là. Ouais. Puis, quand les intentions de vote, je veux dire, les votes qui sont de néo-démocrates et du Bloc, c'est des votes qui sont en attendant. Je veux dire, quand c'est le temps de gouverner, là, les Québécois qui sont... Là, les collègues bloquistes, je veux dire, dans ce temps-là, ça retourne à qui peut être quelqu'un qui peut gouverner. Puis les deux partis qui peuvent gouverner au Canada, bien, c'est le Parti libéral du Canada, puis c'est le conservateur. Ouais. Puis là, bien, ça fait longtemps qu'au Québec, Pierre Poilievre ne semble pas attirer les voteurs. Donc, les gens se sont dit, dans le fond, on est peut-être mieux, puis encore là, c'est une photo ou un sondage, je suis d'accord, on est peut-être mieux de dire, on va aller avec le Parti libéral du Canada, ça semble être une valeur sûre. Puis oui, ils travaillent en équipe, on les voit, puis ils ont réussi à faire ralentir le 30 jours les tarifs. Est-ce que ça va tenir? Bien là... Hier, il y avait un chroniqueur qui disait, un peu dans le sens que tu disais, à chaque fois que Poilievre parle, il est tout seul, il est en bas de l'estrade. On ne le voit même pas sur la photo. Le député ou candidat, on le fait à Vancouver. Oui, bien, c'est ça. C'est peut-être une correction qu'il doit faire. Puis Ramès le disait tantôt, c'est un sport d'équipe. Ouais. Je veux dire, tu vas réussir ensemble dans n'importe quoi. Mais sans vouloir interpréter les résultats du sondage, je pense que ce qu'on voit, c'est la réaction des gens face à la réaction des partis politiques. Ouais. Bon, le Bloc a fait ce que le Bloc fait, puis ça, c'est ses intentions de vote. Ouais. Mais je pense que les gens jugent le Parti libéral en disant, en période de crise interne, en période de crise nationale, ils ont réagi comme ça, et les intentions de vote ont monté. Puis si on regarde les deux autres partis, un peu absent des nouvelles, un peu absent au niveau de l'offre ou du positionnement, bien, on voit les intentions de vote qui chutent. C'est quand même assez... ça parle beaucoup, là. C'est assez hallucinant comme sondage, là, quand tu regardes ça. Mais c'est une conjoncture, hein. Quelque part, il y a un peu un ensemble de choses qui s'est passé. Le départ de M. Trudeau, l'arrivée d'une course à la chefferie du Parti libéral où... Finalement, là, avec ce qu'on voit, ce qu'on est en train de voir, il semble un couronnement, ou en tout cas, sans le dire, M. Carney a vraiment une très grande avance. Alors, tout ça avec l'histoire de notre voisin du Sud, comme Linda l'a dit, quelque part, les votes du Bloc, les votes du NPD, c'est des votes qui sont un peu mous jusqu'à un certain point. Il y a on l'a entendu, vous l'avez tous entendu certainement comme moi, il y a des libéraux qui ont dit, ben là, moi, je n'irai pas voter libéral, j'ai toujours voté libéral, je vais aller voter Bloc parce que je suis désabusé de ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières années. Bon, mais là, ces gens-là reviennent. Reviennent au bercail. C'était comme un refuge. Bien, il y a quelque chose comme ça. Le Bloc, on sait qu'il ne gouvernera jamais. Au mieux, ça sera une opposition officielle, au mieux. Mais une opposition officielle, c'est-à-dire ça ne gouverne pas, sauf s'il y a un minoritaire, un gouvernement qui est minoritaire. C'est quand même intéressant de voir, enfin, dans le portrait, là, le débat qui aura lieu va avoir du contenu. On remercie encore Donald Trump pour ça, parce qu'il va y avoir des gros blocs réservés à ça. Mais ça va permettre d'avoir des idées sur la tête, des choses sur la table, des choses qui vont être discutées. Puis les gens vont choisir soit le Parti libéral, le Parti conservateur. Les gens qui vont préférer que le Bloc défende les intérêts du Québec avant que ces intérêts-là soient inondés dans le Canada, bien, ils vont choisir le Bloc. Puis il va y avoir l'NPD qui va être en période de, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se distinguer? Parce que là, on se fait attaquer de tous bords. Il va y avoir quelque chose d'intéressant. C'est un débat qui va être, j'espère, écouté. Puis j'espère que ça va se traduire en accroissement des taux de votation. Ben, je souhaite que les gens se présentent. Mais ça, c'est important que les gens aillent voter. Parce que, en plus, il faut que les gens sachent. Quand tu votes, tu dois te critiquer pendant 4 ans. Ça, c'est important. Puis là, la question de l'urne... la question de l'urne,
par ce qui est arrivé, par la crise qui est arrivée, elle va changer la question de l'urne. Tout à fait. Puis là, les gens vont dire, c'est qui va être le mieux placé pour justement être en face de Trump pour négocier? Carney ou Poilievre? On peut c'est quasiment le prévoir. Ça va être Carney. Il faut attendre. C'est le moment d'inscrire les paris, ça. Il faut attendre les tarifs, il faut attendre le 9 mars. Non, je comprends. OK. On en parlera dans une prochaine émission qui prend l'avance, mais on le voit déjà. Écoutez, si vous étiez, là, juste pour terminer, mais sans être dans le négatif, si vous étiez des souliers de Poilievre puis Blanchette aujourd'hui, là, ça serait quoi votre stratégie pour essayer de craquer les troupes? Clairement, M. Poilievre a à réaligner sa façon de distribuer ses messages, le ton, l'environnement, ce qui l'entoure et tout ça, particulièrement au Québec. Aussi, malgré que le sondage n'est pas si catastrophique pour M. Poilievre, parce qu'il a augmenté quand même de 2 points, là, ce qui est quand même... C'est le Bloc qui écope, puis c'est le NPD qui écope, beaucoup plus. Mais, donc, clairement, pour M. Poilievre, M. Blanchette, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il travaille encore un peu plus fort pour convaincre les gens qu'il fait vraiment une différence à Ottawa. Et qu'ils vont... C'est-à-dire, est-ce que le Québec, tout seul, indépendant, aurait pu faire face à Trump? Moi, je vous laisse répondre, mais moi, je connais ma réponse. C'est-à-dire, alors, mais c'est un peu ça. Là. C'est-à-dire, quelque part, là, les Canadiens, le sondage, comme il y a un resserrement, puis c'est les gouvernements du Canada qui vont pouvoir faire une différence. Marie-André, peux-tu intervenir? Je suis une grande idéaliste. Là. Je trouve que les temps ne sont pas à la partisanerie. Donc, c'est ça, je trouve qu'on a une équipe en place en ce moment là, qui est en train de s'occuper des vraies choses puis qui est en train de travailler. Donc, j'espère qu'on va retarder le plus possible les élections là, pour qu'on évacue le plus de partisanerie de cette gestion de crise-là. Parce qu'il y avait 2 partis qui voulaient absolument faire les élections immédiatement. C'était le Bloc et le Parti conservateur. Je pense que leur stratégie va bouger. Là, ils sont peut-être un petit peu plus frileux. Bien, je pense. Fait que là, il faut attendre au 4 pour les tarifs. Il faut attendre au 9 mars pour savoir c'est qui le chef. Puis après ça, est-ce que la Chambre est rappelée le 24 ou pas, le 24 mars? À suivre, on a beaucoup de questionnements. Oui, il y a des horaires. Oui, ça va être intéressant. Oui. Mais comme toi, j'aimerais ça que les gens s'élèvent au-dessus de la partisanerie. Parce que ce qu'on vit présentement au niveau de la partisanerie, par rapport à la crise qu'on a, c'est sans précédent. Mais merci, Linda, parce que ça va être ta dernière participation à l'émission. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. On se revoit. Merci. Je sais que tu es occupé à bien d'autres choses. Merci beaucoup.